suis le docteur Mabika Bredel, ancien étudiant de la faculté de sciences de la santé, et actuellement spécialiste en chirurgie maxillofaciale, esthétique et stomatologie. Et je suis, entre autres, coordonnateur de l'association SOS Souris Congo. Le bec des lèvres, j'aimerais dire la fonte labiopalatine, parce que le bec de lèvres, les lèvres, c'est un terme discriminatoire où les gens utilisaient à l'époque. Donc c'est l'une des malformations faciales la plus fréquente, qui se manifeste par la séparation. Quand on dit labia, donc l'enfant naît avec la lèvre droite et la lèvre gauche séparées, la séparation de la lèvre. Quand on dit palatine, donc la séparation, donc il y a une fente, il y a un trou, avec les termes les plus simples, un trou à l'intérieur de la bouche au niveau du palais, qui fait à ce que la bouche et le nez se communiquent, ce qui rend l'alimentation de l'enfant difficile, la respiration de l'enfant difficile, et pire encore, le parler de l'enfant plus difficile, voire retardé. Il y a deux modalités de détection de la maladie. Quand on demande à toute femme de faire à ce que de respecter le nombre de pesées ou de faire les échographies, parce que pour la malformation, celle-là, nous concernons, il y a deux façons il y a deux étapes. En prénatal, c'est-à-dire avant que l'enfant ne naisse, et les échographies qu'on fait, on peut déceler que l'enfant a une malformation. Ça, on dit diagnostic anténatal. Et quand l'enfant naît, ça devient visible. Là, on dit diagnostic postnatal. Donc, on peut le détecter pendant que vous êtes enceinte ou bien après l'accouchement. Les causes directes comme telles, il n'y en a pas, il n'y a pas de cause. On n'a que un assemblage de beaucoup de facteurs de risque. Donc, on incrimine beaucoup de facteurs de risque. Donc, en rapport avec la personne elle-même, donc c'est un facteur génétique, et en rapport avec les choses de l'extérieur, c'est-à-dire certains médicaments que la femme prend pendant la grossesse, certaines alimentations que les femmes mangent. Dans d'autres pays, la recherche a permis de déceler certaines alimentations qui sont à l'origine de ça. Chez nous, on est encore au début de la recherche sur cette question. On a aussi certains microbes, certains virus qui peuvent contribuer à ce que l'enfant puisse avoir ça. On a certains comportements, genre la prise de l'alcool ou bien de la cigarette, qui peuvent être, tout ça peut être l'ensemble des facteurs associés qui peuvent être à l'origine. En ce moment, on a retrouvé certaines familles, là où, quand on retrouve une malformation, on se rend compte qu'il y a un frère ou bien un proche qui avait encore une malformation. Maintenant, l'imputabilité directe de dire qu'il y a eu à l'origine est purement génétique, pour l'instant, ce n'est pas encore démontré. Mais on a retrouvé quelques cas où on a des fentes sur associées à une lignée donnée. Et ça donne des troubles. Et ces troubles-là, ce que tu vois, c'est l'aspect esthétique. On a les troubles de la respiration, on a les troubles de la déglutition, on a les troubles de la phonation, les troubles de parler. Or, au niveau de la tête, comme si tous les organes sont plus ou moins associés, le fait qu'il y a un trou au niveau du palais, il y a souvent des répercussions aussi au niveau des oreilles. Donc l'enfant soit a un problème de surdité ou bien un problème des infections à répétition. D'accord? Donc, du coup, l'intérêt d'une prise en charge multidisciplinaire. Il n'y a pas que le chirurgien qui intervient dans cette prise en charge-là. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une prise en charge globale et intégrée. Évidemment, c'est un problème des croyances. Et ces croyances-là sont en rapport avec la culture et surtout l'ignorance. Donc, dans certaines sociétés, avec les plaidoiries de communication, l'accès aux soins, ils ont réussi plus ou moins à réduire, pour d'autres, à totalement arranger cette situation de perception. Chez nous, vu la culture, cette question est encore jusque-là
pris comme une malédiction. Or, l'origine, c'est l'ignorance et la perception communautaire. D'où l'intérêt de communiquer toujours auprès de notre communauté pour que la question soit démystifiée. Le programme, on a lancé, on a commencé depuis quelques mois. C'est une maladie qui n'est pas fréquente comme les accidents. C'est une malformation. Les patients, comme je t'ai dit, tu as une partie des malades où on cache dans les maisons parce qu'on ne veut pas que la société sache que mon enfant a une malformation. Tu as une partie des enfants qui ne peut pas facilement communiquer parce que il peut facilement consulter parce qu'il y a l'obstacle financier. Et il y a des enfants où les parents mettent en place une stratégie pour que l'enfant finisse par mourir, ce qu'on appelle par les infanticides. Donc, tous ces paramètres-là associés font à ce que le nombre de malades reçus ne sont pas les malades réels au niveau du territoire touché. C'est une chirurgie. Toute chirurgie a des risques. Mais la chirurgie que nous on fait, c'est dans l'optique de minimiser au maximum ce risque-là. Pour ce faire, il y a des critères, il y a des conditions à respecter. Donc, tant que les conditions à respecter en rapport avec l'état du patient et en rapport avec l'équipe de chirurgie, on ne peut pas opérer. Donc, jusque-là, on n'a pas encore eu des complications, per ou bien post-opératoire. Donc, et la durée, ça va de pair avec le type de la malformation. Avoir une fente labiale, 10 enfants qui ont la fente labiale, ce n'est pas la même caractéristique. Le patient ne présente pas les mêmes caractéristiques cliniques. Donc, ça diffère. Et outre l'aspect en rapport avec la lésion, tu as aussi la rapidité du chirurgien. Donc, il y a des chirurgiens qui peuvent te faire une fente labiale en 30 minutes. Donc, je préfère vous dire, le délai moyen de la chirurgie, ça peut faire 45 à 1 heure. Après l'opération, étant donné que c'est un enfant et on est au niveau du visage, l'intérêt c'est avoir une cicatrice la meilleure possible. Donc, nous on est dans l'optique d'enlever les fils le plus tôt possible. D'accord? Donc, nous, on enlève les fils autour du 5e jour. On est déjà en pleine phase de cicatrisation. Donc, au bout de... Déjà, on opère aujourd'hui, le lendemain, l'enfant peut sortir. Et 5 jours après, on peut enlever les fils. Et l'ordonnance, ce qu'il y a à faire après l'opération, c'est prendre comme c'est une chirurgie, c'est une chirurgie propre, mais dans notre contexte, on préfère mettre une petite antibiothérapie, pour ne pas dire une antibioprophylaxie, pour prévenir l'infection. Et à la fin de l'opération, quand on lève les fils, on donne quelques conseils à la maman, notamment faire à ce que la cicatrice ne soit pas exposée au soleil. Et généralement, ça donne des bons résultats. Pour les enfants, c'est pour les petits, les enfants, c'est une souffrance psychologique. Et pour certains, ils sont même incapables d'aller à l'école. Donc déjà, rien que pour l'aspect esthétique qui occasionne le rejet, l'enfant ne va pas à l'école. Et vous imaginez vous-même l'impact direct sur le développement de ce gène, par conséquent, pour le développement du pays. Ça, c'est l'aspect esthétique. Et je voudrais parler de l'aspect des retentissements fonctionnels. Quand un enfant a des troubles, il n'arrive pas à bien avaler, il n'arrive pas à bien manger, l'enfant est malnutri. Quand la malnutrition devient sévère, l'enfant peut en mourir. Vous avez un problème de trouble de langage. L'enfant n'arrive pas à parler. Tout ça, ça va toujours impacter sur son rapport avec autrui. Et quand j'arrive au niveau de la conséquence, au niveau des oreilles, la surdité, vous êtes mieux placé pour connaître les conséquences de l'enfant qui n'écoute pas. Et quand on vient sur les infections à répétition, toute infection, quand ça se complique, c'est le pronostic vital qui peut être mis en jeu. Donc c'est un peu toute cette complexité-là qui fait à ce que avoir une fente, au mieux serait de se faire opérer le plus tôt possible. C'est une maladie, comme tout autre. Ça arrive à tout le monde. Donc la meilleure façon sera d'accepter ces enfants-là et de les aider à trouver la solution à leurs problèmes.
Donc pour ce faire, chacun de nous peut devenir comme un relais d'information pour que même dans nos villages, dès qu'il y a quelqu'un, même avant au moins d'avoir cette information-là, hein, surtout les hommes d'opinion, les influenceurs des réseaux sociaux, qui sachent qu'il y a une malformation où les gens sont discriminés et pour faire passer cette information. Et pour les parents qui ont des enfants qui en souffrent, il faut se dire que c'est un enfant comme tout autre, je répète encore, il faut l'accepter. Et se dire que l'enfant-là, on va l'opérer et il va retrouver sa vie ordinaire. Et nous sommes là avec la compétence et les moyens techniques pour le prendre en charge. Et au mieux encore, on subventionne encore l'aspect financier. Donc ça veut dire que l'effort à faire, c'est au moins venir en consultation. L'idéal serait de venir en consultation dès que vous constatez, même si l'enfant a 2 ou 3 jours, de venir en consultation et on va vous expliquer comment faire pour sauver l'enfant et comment faire pour